Euh, Et coucou YouTube. Coucou YouTube. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour une session lecture spéciale bouquin d'Enkanomiya. Alors, c'était des vertes et des pas mûres entre énigmes, confrontation et 300 IQ. Nous sommes enfin présents pour lire la collection de Byakuya-koku, où nous allons sûrement faire quelques AVC de par des informations top secrètes qui nous seront révélées. Ainsi t'y part. La création des mystères dissimule les présages du soleil et de la lune révèle. Trois extrémités enveloppées par les ténèbres, le vide obscurci par cinq sages. L'univers n'est ni commencement ni fin. Il en était de même autrefois de la terre. Cela importe peu à présent qu'à la terre qui nous porte n'a plus rien à voir avec cette éternité. Ainsi parla le sage solitaire, Aberaku, au premier enfant du soleil. L'enfant du soleil avait depuis longtemps l'intention de punir Aberaku. Convoquer ainsi le sage devant le trône n'était qu'un prétexte supplémentaire pour lui rendre les choses difficiles avant de le mettre en détention. La légende raconte qu'Aberaku avait été initié à la sagesse par Lo-Okami Tokoyo et avait ainsi pu apporter la lumière à Enkanomiya, qui n'avait jusqu'alors jamais vu le soleil. Hélas, les enfants du soleil, devenus jaloux de ses talents, voulaient l'emprisonner à vie. Pourtant, ceux-ci n'avaient jamais pris en considération le fait qu'ils n'auraient jamais vu le jour si Aberaku n'avait pas créé ce soleil souterrain. Waouh! Ok. L'origine du ciel et de la terre est comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Les dragons et les serpents ne sont-ils pas de la même famille? À peine le sage Aberaku avait-il prononcé ces mots qu'il se vit renversé par des troupes embusquées. Donc Aberaku, il aurait créé ce fameux soleil souterrain. À cette époque, Enkanomiya bénéficiait d'un certain répit à la faveur du soleil. Les héritiers du dragon, aimant l'obscurité et fuyant la lumière, ils ne pouvaient plus agir en toute impunité. Les jours où ils pouvaient se déchaîner et attaquer l'humanité selon leur bon vouloir étaient désormais révolus, car le peuple d'Enkanomiya avait enfin les moyens de résister. Cependant, les défauts de la nature humaine... Oh merde. Tac tac tac... Ah, on est là. C'est bon, on est là. Cependant, les défauts de la nature humaine ne tarderaient pas à montrer leur hideux visage avant même que les menaces extérieures puissent être réprimées. Le peuple choisit un enfant du soleil, le couronne roi et le vénéra. Et pourtant, il régnait d'une main de fer, piégeant les juges dans de vils coups montés. De nombreuses années s'écouleraient avant qu'un jeune enfant d'Enkanomiya ne fasse un pari avec un de ses camarades et plongerait seul au-delà des trois extrémités, évitant la piste des héritiers du dragon à la recherche d'une fleur d'os dragon. Mais à la place, il trouva à l'intérieur d'une grande caverne un serpent puissant, un serpent qu'il n'avait jamais vu auparavant. Alors qu'il contemplait le serpent titanesque, donc Ouroboros, l'enfant ne ressentit pas la moindre peur, mais plutôt une sorte de familiarité. Je suis le serpent profane. Bien que mes serviteurs soient innombrables, plus aucun mortel n'habite désormais dans mon ombre. Peut-être est-ce là le destin, que je sois tombé dans ce royaume et que nous nous soyons rencontrés. Tu n'es pas l'un des nôtres, mais tu restes un humain. Dis-moi ce que tu désires le plus, et je l'exaucerai. Est-ce que vous pourriez devenir notre dieu? C'est ainsi qu'un humain et un serpent firent face à l'autorité royale de l'enfant du soleil et aux incursions des héritiers du dragon, levant ainsi le voile sur le renversement de la marée. Ok, ok. Donc pour l'instant, on en parle une sorte de rébellion avec Ouroboros, c'est un humain contre l'enfant du soleil et les héritiers de Monthuk. Nous souhaitons rapporter par ces écrits la forme par laquelle la volonté des cieux se manifeste sur terre. Ô divinité des cieux, tout ceci est le fruit de votre création. Éveillez ma conscience divine pour que je puisse continuer d'écrire sans jamais avoir à m'arrêter. L'année de la colombe transportant les rameaux. L'arrivée des cieux du trône éternel a transformé complètement notre monde.
À la suite de cela, le roi véritable, l'originel, a déclaré la guerre aux anciens maîtres de ce monde, les 7 monarques de l'effroi qui étaient en réalité des dragons. L'originel a créé des ombres de lumière, celles-ci étaient au nombre de 4. Et donc là, du coup, voilà, on parle de Phanès et des 4 ombres. Phanès, l'originel. L'originel de son nom Phanès, il a des ailes, porte une couronne et est de sexe indéterminé. Au lieu de briser la coquille de l'œuf dont il naquit pour que la création du monde aboutisse, il se servit de celle-ci pour séparer l'univers du microcosme de notre monde. What? Ah oui, bah oui. Oui, d'accord. C'est que la coquille d'œuf, ça représente surtout le firmament, en quelque sorte, le dôme séparant Teva de l'univers, et ce faisant qui fait que Teva ne puisse être détecté. Ok. Et c'est marrant aussi parce que là, tu vois, on parle, il a des ailes, porte une couronne et est de sexe indéterminé. C'est-à-dire que les écritures de Byakuya Kuko fait référence à l'origine de Phanos étant un homme, parce qu'il dit il, même s'il est de sexe indéterminé. Là où Canon, Aria et Sonnette, elles nous l'ont décrit comme étant elle. Donc c'est quoi? Il se dit un matin j'ai une apparence de femme, un autre matin j'ai une apparence d'homme, ou qu'il soit juste androgyne, hein, bien sûr. Ok. Ensuite, les 40 ans après les rameaux. Donc attends, les rameaux, c'est genre littéralement, euh, c'est lors de l'arrivée de Phanos qui a littéralement déclaré la guerre aux anciens merde, aux dragons. Et puis voilà, c'est juste ça. Et qui a ensuite de ça, l'original a créé des ombres. Donc ça, c'est 40 ans après cette fameuse guerre. La neige de 40 hivers a enterré le feu et la chaleur torride de 40 étés a évaporé la mer. Les 7 monarques ont été vaincus, donc les 7 dragons, et les 7 royaumes ont prêté allégeance aux cieux. C'est à la suite de cela que l'originel, le grand souverain, a entrepris la création du monde. Il a façonné cette terre pour que nous, ces pauvres enfants, puissions l'habiter. Ok. Donc ça veut dire... Bah non, parce que s'il a façonné la Terre après 40 ans après les rameaux, ça veut dire qu'on est dans les alentours de 5960. Parce que 6000 ans c'était l'hyperborée. Suite à ça, il était voué à la destruction. Bon, après, il y a Langon aussi. Langon aussi, c'est 6000 ans. Mais du coup, destruction. Et 40 ans après, il commençait à façonner le monde. Et c'est entre ce moment où il y avait l'hyperborée et le moment où il y avait le monde qui se recrée de nouveau, qui reset quoi, en quelque sorte, qui reboot, que notre sœur est arrivée. What the fuck. Ok. 400 années après les rameaux. Les montagnes s'élevèrent et les fleuves se formèrent, tandis que les mers et les océans apportèrent les rebelles et les désobéissants. En, en utilisant une de ces ombres, l'originel créa les oiseaux, les créatures terrestres et les poissons. Ensemble, ceux-ci créèrent les plantes, les arbres et enfin l'homme. C'est à ce moment que l'originel et nos ancêtres passèrent un pacte. Une nouvelle ère débuta. L'année de l'ouverture de l'arche. L'originel avait un plan pour l'homme,
Tant que les humains étaient heureux, ils seraient réjouis. La nuit qui suivit l'ouverture de l'arche. Pour la première fois, les humains purent bénéficier de leur première récolte. Pour la première fois, ils purent miner de l'or. Pour la première fois, ils purent se réunir et écrire des chants et des poèmes. Ouais. Euh... Ah non, parce que en fait, le problème, c'est que les premières écoles, les récoltes, c'était surtout à l'époque de Langon que euh, Zibai, qui était aussi déesse des récoltes, etc., put donner ses connaissances à la civilisation elle-même, qui remonte à 6000 ans, ou 5000. Je pense que c'est 6000. En fait, chronologiquement, c'est tellement dur à se dire tel ou tel truc est là telle ou telle année. Oui, parce que là, par exemple, en utilisant une de ces ombres, l'originel créa les oiseaux, les créatures terrestres et les poissons. Ensemble, ceux-ci créèrent les plantes, les arbres et enfin l'homme. Et du coup, ça, je pense que l'ombre, comment ça s'appelle? Un Aberius, qui maintenant est reine d'auteur, des maîtresses de la vie. L'année de la fête, il y avait de la famille, la nourriture et la pluie tombaient des cieux. Il y avait de la pauvreté, la terre produisait des minéraux. Si la mélancolie se propageait parmi les gens, les cieux répondaient à leurs lamentations. Il n'existait qu'un seul interdit, celui de céder à la tentation. Mais l'unique voie menant à la tentation était de toute façon scellée. L'année de la crémation. Ah, l'apparition d'un deuxième souverain divin a déclenché une guerre terrible, semblable à celle de la création du monde. Ce jour-là, les cieux se fendirent et la terre se déchira. Nos ancêtres et leur terre ancestrale furent enfouis dans les profondeurs de la mer. Ainsi commença une ère de ténèbres. Donc là, c'était l'affrontation entre Phanes et Nibelung. Du coup, intéressant, parce que moi, j'ai toujours cru que c'était genre quelques années après que Phanes soit arrivé qu'il y ait eu Nibelung. Mais genre, je pensais pas qu'il avait commencé à façonner la Terre et qu'il avait déjà créé les ombres. En fin de compte, non, c'est même après la création des ombres qu'il y avait l'année de la crémation. La première année dans la pénombre, les fils et les filles des 7 monarques trouvaient refuge dans l'océan. Or, les profondeurs étaient alors gouvernées par les héritiers du dragon abyssal. Une guerre éclata entre ce peuple et nos ancêtres. Nos ancêtres chassaient les héritiers du dragon à la lueur de milliers de lanternes jusque dans l'ombre. Ceux-ci se cachaient dans la pénombre pour chasser les humains, mais cet endroit plongé dans les ténèbres constituait leur terrain de chasse jusqu'au moindre recoin. Les prières des humains devinrent des chants funèbres, mais ceux-ci ne parvinrent jamais aux oreilles de l'originel et aux 3 ombres de lumière. Ah, d'accord. Aux 3 ombres de lumière. Parce que, en gros, attends, parce que là, c'est peut-être que j'interprète, hein. Ici, il a créé 4 ombres, mais qui pour créer la vie, il a littéralement utilisé une ombre, son plein pouvoir, son âme, quoi, en quelque sorte, pour créer la vie sur toute chose, les oiseaux, les créatures et les poissons. Et c'est pour ça que là, on parle de 3 ombres de lumière, au lieu de 4. Bon, je le vois comme ça, hein. Métaphore du soleil. Dans une grotte ténébreuse vivaient des humains qui n'avaient jamais vu la lumière. Mais parmi eux, il y avait un sage qui avait déjà vu le soleil. Il leur raconta comment était la vie sous la lumière et leur décrivit la grandeur du soleil. Faisant face à l'incompréhension de son auditoire, il alluma un feu.
Et c'est ainsi que les gens se mirent à vénérer ce feu en croyant qu'il s'agissait du soleil. Ils s'accoutumèrent même à la vie dans les ténèbres et à la lumière de ce feu. Bon, ça se rappelle un peu les époques préhistoriques avec les Homo sapiens. Après la mort du singe, quelqu'un s'accapara le feu et s'en servit pour projeter une ombre immense de lui-même. Métaphore du lotus d'indolence. Un lotus qui chassa les inquiétudes quand on le regarde. Au cours d'un long voyage, un capitaine qui cherchait un moyen de rentrer chez lui rencontra un groupe d'humains qui se nourrissaient de ce lotus pour survivre. Certains de ces matelots restèrent sur place, tandis que d'autres résistèrent à la tentation. La vie n'est qu'un océan de douleurs sans fin. Nous ne faisons que chercher le chemin du retour. Troisième année dans la pénombre. La maîtresse du temps, donc Istaros, est la seule personne qui ne nous n'est jamais abandonnée. Elle est le passage incessant du temps. Elle a la magnanimité de 1000 vents et le devenir de la lune et du soleil. Hein? C'est pas français ça. Elle est la magnanimité de 1000 vents et le devenir de la lune et du soleil. Le devenir de la lune. Le devoir plutôt. Elle est. Elle a des moments de joie, des moments de fureur, des moments d'ambition, des moments de fascination. Elle est tous ces moments de délire où rien ne semble avoir de sens. On l'appelle Kairos ou encore dirigeante du monde immuable. Compte son véritablement? Non, il est secret et personne n'ose le prononcer directement. Pour cette raison, il sera écrit à l'envers ici, Istaros. Je ne le mentionnerai qu'une fois. Ah ouais, c'est là que t'apprends son véritable nom, c'est incroyable. L'année de Siccité. Après que le sage Abrax a vu sa conscience divine être réveillée, il fit la démonstration d'un miracle en le projetant de la lumière avec ses mains. Suite à ça, nos ancêtres l'érigèrent au chef et commencèrent la construction de l'Hélios. L'année de la clairvoyance aux premières années du soleil et de la lune. L'Hélios, le char divin du soleil, fut fidèlement achevé. Ok, donc l'Hélios est le char divin du soleil. La nuit blanche arriva et la nuit sans fin se dissipa. L'ère du soleil et de la lune débuta. L'ère du soleil et de la lune, deuxième année. Nos ancêtres essayèrent de chercher le chemin du retour sur Terre, car la grande guerre qui se produisait à la surface devait déjà s'être terminée. Mais l'originel, le premier roi, prononça une interdiction. Nos ancêtres ne pouvaient plus chercher le chemin les ramenant chez eux. Il est probable que, compte tenu de cela, l'originel ait triomphé du second qui prétendait au trône. Abrax fut emprisonné sous ordre de l'enfant du soleil. Métaphore de l'arbre. Le jardinier du roi et l'esprit d'un arbre du jardin étaient épris l'un de l'autre. Hélas, le roi voulait rénover les poutres du toit du pavillon, mais à cette fin, il demanda que l'on abatte l'arbre qui contenait la plus grande énergie spirituelle. Il était la réincarnation du souverain originel, et en tant que roi des rois, on ne pouvait le contredire. La seule façon d'être entendu était de prier auprès du prêtre, qui était lui-même la réincarnation de Lookami Tokoyo. Pris d'empathie pour le jardinier, le prêtre lui dit « Va couper les branches de l'arbre de l'esprit ». Le jardinier s'exécuta, puis coupa l'arbre sous l'ordre du roi. Ensuite, le prêtre lui dit « Va planter les branches de l'arbre de l'esprit ». Le jardinier rétorqua « Il faut 500 années pour que l'arbre de l'esprit grandisse ». Ce à quoi le prêtre répondit « Une pensée vaut une éternité ». Le jardinier planta donc les branches dans la cour de sa maison. En un instant, les branches fines poussèrent pour devenir un grand arbre qui était la continuation de l'arbre de l'esprit, car le dieu des moments avait le pouvoir de transporter les branches d'arbres dans le passé et dans le futur. Hein? Oh putain. Comment ça, le dieu des moments? De pouvoir de transporter les branches d'arbres dans le passé et dans le futur. Non, parce que pour moi, la métaphore de l'arbre de l'esprit, moi, ça me fait penser à l'Irminsul. Hmm. La décennie du soleil et de la lune.
Abrax nous a quittés il y a longtemps. Les événements précédant l'ère du Soleil et de la Lune ont déjà été suffisamment mis par écrit. Si je n'avais pas eu le courage de raconter les événements tels qu'ils se sont réellement produits, comment pourrais-je me prétendre le secrétaire de l'Ookami Tokoyo? J'entends le bruit d'hommes en armure à ma porte. Je m'arrêterai donc d'écrire ici. Ah putain, t'as écrit énormément et surtout t'as dévoilé beaucoup de secrets. Hein. Tome 3. Les terres situées dans les profondeurs océaniques sont très différentes de celles de la surface, à tel point que toute connaissance qui relevait du bon sens à la surface doit être abandonnée ici-bas. Toutes nos connaissances en matière de géographie et d'hydrographie nous avaient été fournies directement par les cieux. Dans ce nouveau monde qui est le nôtre, nous devons tout recommencer à zéro. Et nous devons même y aller à tâtons dans les méthodes que nous employons. Vous qui lisez ce livre, retenez bien ceci. Vous ne devez pas considérer votre vie actuelle comme ordinaire, même si des centaines ou des milliers d'années plus tard, les gens considéreront ce type de vie tout à fait normal. Souvenez-vous que vivre sans soleil ni lune est anormal. Même si un sage devait venir nous fournir une image du soleil, il serait certain qu'une personne impure viendra en utiliser la lumière pour projeter une ombre immense. L'objectif de cet ouvrage est de faire connaître aux lecteurs le monde dans lequel ils se trouvent et de faire en sorte qu'ils n'oublient jamais leur désir de retrouver la lumière. Ce livre a connu de nombreuses révisions et modifications au fil des âges. Même son titre a été modifié à plusieurs reprises, passant de Les Terres des Profondeurs à Tokoyokoku pour finalement s'intituler Byakuyokoku. Plus tard, par la grâce de Watatsumi, le peuple des profondeurs parvint à revenir à la surface, mais le terme Terre des Profondeurs a une signification spéciale et n'a pas été changé à travers le livre. Le vent et l'eau. Byakuyakuku n'a pas de montagne à proprement parler, il est donc inutile de s'étendre là-dessus. Cependant, nos prêtres et nos érudits ont réalisé une chose. Même dans ces profondeurs, le pouvoir du vent éternel et de l'eau subsiste. Le vent éternel est personnifié sous la forme de la divinité Ookami Tokoyo, qui est également connue sous le nom poétique des 1000 vents ou encore des 1000 vents du temps. Hein. Attends, mais la divinité Ookami Tokoyo qui parle, c'est Istars? Parce que on en parle un peu plus haut, c'est que c'est un peu la maîtresse du temps, des 1000 vents, et c'est pour ça aussi qu'il dit les 1000 vents du temps. L'eau, quant à elle, représente la puissance qui habite le royaume des élémentosaures abyssaux. Nous avons développé une science dont l'objet est de déduire la relation entre le soleil, le vent et l'eau. Avant de commencer tout projet de construction, il est nécessaire d'étudier les facteurs liés à l'hydrologie et au vent éternel. Les confins de Byakuyakuku. Les frontières de Byakuyakuku forment un triangle qui correspond à un territoire que les humains et les élémentosaures se disputaient avec acharnement dans le passé. Au temps de Byakuyakuku, on construisit des tours des trois royaumes à l'intérieur de ce triangle comme moyen de médiation entre les trois pays qui étaient jadis en conflit. Ces tours extrêmement importants sont des emplacements qui ne sont pas régis par le système d'eau et du vent. Au contraire, ce sont elles qui ont pour rôle d'équilibrer l'orientation de Byakuyakuku en contrôlant le vent et l'eau du royaume. S'il devait arriver un problème autour des trois royaumes, tout Byakuyakuku ferait face à une catastrophe. Pour se prémunir d'une telle situation, elles furent dissimulées à l'aide d'une magie secrète, et seules les prêtresses et les vassaux de Watatsumi peuvent les faire apparaître. Les gorges. Dans les temps anciens, les gorges étaient situées entre la falaise d'une montagne et un endroit que l'on appelait les terres circulaires, ce qui leur a valu leur nom actuel. Mais suite aux changements géographiques extrêmes survenus sur le territoire de Byakuyakuku, les terres séculaires sombrèrent dans les profondeurs plusieurs siècles plus tard. Suite à ça, les gorges devinrent de vastes plaines. Le cœur du serpent. Il se produit dans ce lieu un phénomène extraordinaire depuis le jour même où nos ancêtres l'ont découvert. L'espace se chevauche en un endroit bien précis. Cette singularité a plus tard été exploitée par nos ancêtres pour construire l'autel du cœur du serpent, qui serait ensuite utilisé pour garder des secrets, emprisonner les malfaiteurs et vénérer un serpent imaginaire appelé Ouroboros. Au tout début, le cœur du serpent était connu sous le nom de Delphi, qui signifie la terre du serpent. Ce nom a continué d'être utilisé après l'arrivée de la divinité des tréfonds. Les arts picturaux anciens représentent l'Ouroboros comme un serpent sans écailles, tandis qu'Oropashi était dépeint comme un serpent orné de coraux. Le Dainichi Mikochi. Cet édifice, érigé par le sage Aberaku,
était jadis connu sous le nom d'Hélios. Il a pour élément la terre qui est située entre l'eau et le vent. Selon les prophètes, il s'agit probablement du soleil dont le sage a fait la démonstration, et qu'il utilisa pour éclairer les cavernes qui n'ont jamais vu la lumière. Et comme les prophéties le prédisaient, il fut également utilisé pour projeter une ombre colossale. Il est quand même capable de créer une sorte de chariot divin du soleil, quoi. Un char, le char du soleil, connu sous le nom d'Hélios. Donc le mec, il a notamment créé un faux soleil. Et c'est là tu te dis, s'il a créé un faux soleil, pourquoi Phénès n'aurait pas créé un faux soleil également pour Thévin. À partir d'aujourd'hui, toutes les expériences sur les héritiers du dragon seront dirigées par la divinité des tréfonds en personne. Tous les dossiers précédant l'année de fondation du calendrier Watatsumia ont été détruits. Les noms alpha, bêta, gamma, delta et epsilon, qui correspondent à l'ancienne langue de Watatsumi, ne sont plus utilisés pour catégoriser les dossiers. À la place, il faudra dorénavant utiliser les catégories terre, eau, feu, vent, éther et vide. Les notes et références devront être présentées entre parenthèses selon l'ordre suivant: volume, numéro de série, titre et auteur. Le nom de l'auteur pourra être omis ou remplacé par le numéro de référence de celui-ci au sein du laboratoire. D'autre part, il sera strictement interdit de divulguer les noms de chercheurs dans les langues anciennes de Byakuya Koku ou d'Enkanomiya ou dans le style moderne de Watatsumi, de Narukami ou d'Inazuma. Il sera interdit d'utiliser les notes d'expérience pour rédiger son journal intime, des lettres d'amour et des romans. Putain, mais c'est dictature en fait. La capacité d'évolution des héritiers du dragon, ceux-ci ci-après nommés Elementosaures abyssaux ou Elementosaures, est connue de tous. O101, évolution des héritiers du dragon 1. Nous avons essayé d'abaisser la température du milieu de vie des jeunes élémentosaures résistants à la chaleur. Les spécimens se sont faiblis lorsqu'ils sont arrivés en termes de leur croissance. Nous soupçonnons que c'est parce que leur corps ne contenait pas la graine nécessaire pour résister à un tel environnement. Cependant, leur progéniture possédait tous un taux de graisse corporelle élevé, une capacité à entrer dans un sommeil réparateur et l'élément cryo. Veuillez consulter les données expérimentales en annexe. Les données anormales dérivées de l'échantillon 3 sont dues au fait que mon assistant a eu pitié du sujet du groupe de contrôle de résistance à la faim et l'a nourri en cachette. Nous avons ensuite placé leur progéniture dans un environnement de chaleur intense. Tout comme leur ascendant, à l'âge adulte, ils ont choisi la capacité de résister à la chaleur. Cependant, il n'y a pas eu de manifestation d'éléments pyro en eux. Nous ne disposons pas de suffisamment de données pour tirer une conclusion à l'heure actuelle. Mais nous pouvons supposer que les élémentosaures abyssaux ont la capacité d'éveiller leurs graines, librement avant l'arrivée à terme de leur croissance. Les mères élémentosaures peuvent également créer de nouvelles graines, qu'elles transmettent à leur progéniture si celles-ci sont confrontées à des environnements difficiles et inconnus. Avant même d'avoir fait la rencontre du peuple d'Enkanomiya, les élémentosaures s'étaient déjà constitués une véritable armurerie à l'intérieur de leur corps. Ah oui, d'accord, donc ils sont capables de se pulluler tout en créant une graine à l'intérieur de leur progéniture pour se défendre contre une zone toxique, une zone de chaleur, et j'en passe. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Les résultats des tests d'intelligence sont étonnants. Vide de cette recherche sur l'intelligence des élémentosaures. Grâce à un processus de sélection composé de récompenses et de punitions, bien que les recherches précédentes indiquent que la sélection est inutile car les élémentosaures sont capables de s'adapter parfaitement à leur environnement, les capacités linguistiques des élémentosaures après 4 générations ont commencé à se rapprocher de celles d'un écolier humain de 12 ans. Il serait peut-être plus exact de dire que les élémentosaures ont toujours eu leur propre méthode de communication. Ce qu'ils démontrent dans cette expérience est leur forte capacité d'apprentissage. Nous estimons qu'il est nécessaire de mettre fin à toute expérience, sinon les conséquences pourraient prouver que nous avons manqué de clairvoyance et de discernement lors du licenciement d'un certain collègue ayant écrit une histoire fantaisiste sur les élémentosaures humains. Selon la prophétie, le dragon souverain des eaux naîtra sous forme humaine. Nous ne pourrons absolument pas laisser une telle chose se produire à Enkanomiya. Ouais, donc en gros, qu'un élémentosaure devienne un dragon, quoi. Toutes les tentatives de greffe ont échoué. Vide 907, ordre spéciaux de la divinité des tréfonds. Étant donné que les élémentosaures ne peuvent pas recevoir du sang Watatsumien, toutes sortes d'effets indésirables se sont manifestés. Cela pourrait être dû au fait qu'ils ne sont pas encore assez forts.
Mais en théorie, nous avons déjà élevé les élémentosaures les plus puissants possibles en contrôlant leur évolution. La greffe peut être considérée comme un succès. Vide 907, Anticipation de la divinité des tréfonds 3. Les précédents rejets s'expliquent par le fait que les élémentosaures sont des êtres de lumière, ou êtres élémentaires, et ainsi en contradiction avec le royaume humain dont fait partie la divinité des tréfonds et les descendants du corail. Les notes expérimentales s'arrêtent ici. Aucun héritier du dragon n'a perdu la vie durant ces expériences, tous les sujets ayant vécu jusqu'à la fin de leur vie. Loué à la bonté de la divinité des tréfonds. Ou est-ce que les héritiers du dragon sont les élémentosaures, que les élémentosaures peuvent se réincarner en dragon souverain de l'eau, du coup. Et que c'est intéressant aussi que savoir que les élémentosaures sont des êtres de lumière. Intéressant. Énigme 1. Qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes le midi et à 3 pattes le soir? Un bébé. Je sais pas. Réponse. Un élémentosaure qui se transforme en humain pour aller danser au bal du midi, puis qui se casse une jambe et finit par devoir marcher en s'aidant d'une béquille. Quoi? C'est la réponse préférée des sages et seuls les enfants sont capables de la trouver la plupart du temps. Pour les adultes, un élémentosaure qui se change en homme est un présage terrifiant, car selon une ancienne prophétie, le dragon des eaux se réincarnera sous l'apparence d'un humain. Mais pour les enfants, cette réponse signifie qu'il est possible pour les hommes et les élémentosaures de se comprendre. En revanche, il n'est pas tout à fait avisé de se rendre les élémentosaures attrayants. Si de telles plaisanteries les rendent moins effrayants, les enfants risquent de baisser leur garde. Les héritiers du dragon abyssal ont évolué pour manier la puissance des différents éléments, et ont par conséquent perdu leur pureté. Ainsi, ils ne peuvent plus donner naissance au dragon souverain. Ah, ok. Ah d'accord, donc du coup en fait maintenant on arrive à un stade où ils ont évolué eux-mêmes les élémentosaures par la puissance de différents éléments et par conséquent, étant donné qu'ils ont évolué de leur propre manière, ils peuvent plus devenir des dragons souverains. Intéressant ça. Il n'a qu'une bouche mais peut en avoir 4, 2 ou 3 pattes. Même si lui est impossible de se métamorphoser, il peut marcher sur terre, nager dans la mer et voler dans le ciel. Quel est donc cet être qui est plus fragile quand il utilise plus de pattes pour se déplacer? Un humain. Les humains se déplacent à 4 pattes quand ils sont bébés, marchent sur leurs 2 jambes quand ils sont adultes, et doivent utiliser une canne quand ils sont âgés. Il ne fait aucun doute que la réponse à cette énigme est un humain. Qu'est-ce qui ne parle qu'avec une bouche, mais marche à la fois sur 4 et 2 pattes? Un éleveur et son bétail. What the- Pourquoi il n'y a que des énigmes? Il s'agit d'une énigme très ancienne. Auparavant, nous avions confiance du sens de ce bétail uniquement à travers les textes. Les 4 pattes font référence aux animaux tels que les vacas, les equitas et les porcos. Après que Byakuyakoku a sombré dans les profondeurs, ces espèces se sont éteintes en 2 générations suite au manque de nourriture et d'environnement propice à leur développement. Depuis l'arrivée de la divinité des tréfonds, certains d'entre nous sont retournés à la surface pour y installer leur foyer et établir des échanges culturels. Par conséquent, nous avons depuis été capables de corriger les noms de ces animaux. Selon la prophétie des vassaux et de la divinité des tréfonds, nous retournerons tous un jour à la surface, et il est donc important de rectifier ces noms. Les vacas sont appelés les vaches, les equitas sont appelés les chevaux, et les porcos sont appelés les porcs. 2 sœurs se donnent naissance mutuellement tous les jours. Qui sont-ils? Réponse: le jour et la nuit, ou la nuit blanche et la nuit sans fin. Cette énigme est facile à comprendre. Elle fait allusion à la succession du jour et de la nuit, ce qui à Byakuyakoku est équivalent au cycle de la nuit blanche et de la nuit sans fin que contrôle le Dainichi Mikochi, créé par Abrax. Non. Non, pas Abrax. Je sais plus, celui qui a créé l'Hélios. Bien que nos terres étaient plongées dans la nuit sans fin avant la construction du Dainichi Mikochi, la lumière du jour que les gens voyaient est restée inchangée. Il est nécessaire de mentionner que les allusions et les ombres du péché, deux phénomènes du Byakuyakoku, étaient au départ appelés des eidolons, et que les gens ne faisaient pas la distinction entre ces deux choses. Les eidolons, les trucs de Honkai Star Rail, bien sûr.
L'arrivée de la divinité des tréfonds a permis à la population de mieux connaître ces phénomènes, et c'est ainsi que des noms spécifiques leur furent attribués. Bien que le soleil ne brillait pas à Byakuya-Kuku, les illusions qui apparaissent lors de la nuit blanche furent nommées des illusions solaires, et celles de la nuit sans fin des illusions occultes. Au fil du temps, ces deux phénomènes furent appelés illusions solaires parce qu'ils sont essentiellement la même chose. Je suis l'héritier obscur de la lumière, je suis un oiseau sans aile qui s'élève de la terre jusqu'au ciel. Ceux qui versent des larmes en ma présence ne ressentent aucune tristesse, du léger bruit je m'en vais aussitôt après ma naissance. Réponse de la fumée. Un oiseau est une créature dotée d'ailes pouvant voler, il est normal de ne pas en rencontrer à une calomnie. Mon dieu, il faut faire bac plus 12 pour leur truc. Énigme 6. Un père a 12 enfants, et chacun d'entre eux a 66... À quoi? Un père a 12 enfants, et chacun d'entre eux a 60 filles qui ne se ressemblent pas. Une moitié claire, l'autre est sombre. Les membres de cette famille ne mourront pas, s'estompent peu à peu. Qui est le père? 12 enfants, 60 filles. Oh, j'en sais rien. Réponse l'année. Comment ça? Bah, en soi, le père l'année, oui, parce que le père a 12 mois, mais je comprends pas les 60 filles. Le peuple de Byakuya-Kuku aura sans doute du mal à comprendre ce que représentent 60 filles claires et sombres, merci. Mais tout est beaucoup plus simple lorsqu'on connaît la réponse de la quatrième énigme. Hein? Deux sons se donnent naissance mutuellement tous les jours. Qui sont-ils, le jour et la nuit? D'accord. Il y avait une suite à cette énigme dans les temps anciens. Elle disait que chaque petite fille donnait naissance à 12 descendants et que chacun d'entre eux avait ensuite 60 enfants. Chacun de ces enfants donnait alors naissance à 60 enfants autres qui avaient à leur tour des enfants. Ce processus se poursuivit jusqu'à que finalement tous les descendants donnent ensemble naissance à la seule et unique enfant originelle, l'Ookami Tokyo, la mère de 14 milliards d'années. What the fuck? La divinité des tréfonds a banni la propagation de cette énigme. Attends, ce processus... Bon, je vais prendre en photo avec mon téléphone, hein, j'ai plus le truc. Ce processus se poursuivait jusqu'à que finalement tous les descendants donnent ensemble naissance à la seule et unique enfant originelle, l'Ookami Tokyo, la mère de 14 milliards d'années. La divinité des tréfonds... Oui, parce que pour moi, le Okami, c'est littéralement Istaros. Donc, attends, tu vas pas me dire que Istaros a 14 milliards d'années? Bah non, c'est une ombre créée par Phénix. Bon, c'est juste de la rhétorique, quoi, en quelque sorte. Mais oui, en soi, c'est la mère de tous, puisque c'est elle qui a tout créé, quoi, qui a créé le temps, qui a créé tout le tralala. Oh putain. Alors, pardon. Annexe, figure historique non traditionnelle et non dans le style narukamien. Donc Kairos, c'est la même chose que Okamitoko. Ouais, donc Kairos, c'est Istaros. Eri, c'est Arisu. Abrak, c'est Aberaku. Et voilà, Aberaku, c'est celui qui avait créé le faux soleil, là, le char divin du soleil. Le Dainichi Mikokui. Sharon, c'est K. Spartacus, c'est Supada. Emma, c'est Emma. Quelque chose, c'est Koi. Antigone, Antigone, Ante. Et il y en a un tout en bas. Erebos, c'est Eboshi. Ishion, c'est Iki. Udayu, c'est Uda. Asclepius, c'est Surepio. Ok. Oh, c'est moult révélations quand même. Hein. Même si après c'est parti très vite sur des énigmes, bien que la fin soit intéressante.
C'est vrai que ce tome 1 et surtout ce tome 2, surtout le tome 2 qui est incroyable parce que ça te fait une sorte de chronologie de ce qui se passe. Il est vraiment très cool. Parce que du coup, voilà, ça met quelques idées en place. Parce que moi qui pensais que Phanas et Nibelung se sont bastonnés juste quelques années après, alors qu'au fond de compte, Phanas il a eu le temps d'entre guillemets de remodeler la Terre. Mais c'est ça que je comprends pas d'ailleurs. En utilisant une de ces ombres, l'originel créa les oiseaux, les créatures terrestres et les poissons. Ensemble, ceux-ci créèrent les plantes, les arbres et enfin l'homme. Et c'est à ce moment que l'originel et les ancêtres passèrent un pacte. Genre, pour- je suis d'accord que l'originel utilise l'une de ses ombres en tant que sbire pour créer la vie. Mais ce qui est bizarre, c'est que, voilà, les prières des humains devinrent des chants funèbres, mais ceci ne parvint jamais aux oreilles de l'originel et aux trois ombres de lumière, alors que tout en haut on nous dit qu'il y en a quatre. Donc je pense qu'il a juste utilisé l'âme ou le corps entier d'une ombre pour créer la vie, hein. En quelque sorte. Et pourtant maintenant on en connaît quatre, bien qu'il y en a une qui soit disparue. Donc est-ce que ça veut dire que Asmodée a été mort depuis très longtemps, même si ça m'étonnerait parce que Renova a dit que euh, les chaises n'ont jamais manqué un rendez-vous. Donc Asmodée était encore là. Ou est-ce que je sais pas quand ni comment, mais il a encore recréé une ombre de la vie. Je sais pas. C'est un peu difficile à entremêler les deux informations, j'ai envie de dire. Je sais pas si ce que vous en pensez, vous, le Twitch ou YouTube. Mais en tout cas, voilà, c'est bien, la chronologie fait qu'on comprend un peu plus de choses. Mais je comprends parfaitement que vous avez ça, Avant Sumeru, l'Inkanomia qui vous parle de Celestia. Je comprends parfaitement que ce soit l'une des régions les plus bangers qui se font en termes de lore. En même temps, tout à fait normal. Ah oui, d'accord. C'est c'est la sagesse et les connaissances de Istaros qui ont permis à Beraku d'apporter la lumière à Nkanomiya. Mais donc ça veut dire que Istaros sait comment apporter la lumière dans un endroit. Et donc de ce fait, elle a vu, voilà, encore interprétation, mais que de ce fait, si elle a appris ça à Beraku, elle a forcément dû voir ou apprendre ça de Phanes, ce qui, se faisant, a utilisé les mêmes méthodes pour Teva. C'est obligé, mais, hein. Les enfants du soleil, je comprends pas trop ça. Parce que pour moi, les enfants du soleil, ça peut être Zongli, mais ça paraît trop tôt pour que ce soit Zongli, parce que je pense qu'il était déjà là à l'époque. Ouais. Parce que tu vois, ainsi parla le sage solitaire à Beraku au premier enfant du soleil. L'enfant du soleil avait depuis longtemps l'intention de punir Aberaku. Parce que aussi, rappelez-vous, comment il s'appelle, Zhongli, dans les trucs de Zipai, il était titré sur plusieurs choses. Seigneur de l'élément géo, l'étoile céleste. Également aussi Morax, le premier adepte.
Et c'est intéressant qu'ils disent le premier adepte parce que du coup, ça peut aussi faire référence au premier enfant du soleil. Oh là là. C'est difficile, you know. Parce qu'en soi, quand tu dis le premier adepte, il y a bien quelqu'un qui t'a donné le titre d'adepte. Genre, t'es pas né comme ça et que tu t'es dit, bah tiens, je vais devenir un adepte alors que t'es bébé. Je sais pas. Bon, après, voilà, toute cette ferveur de jalousie des enfants du soleil. Parce qu'il a eu des pouvoirs, la sagesse de Istaros, quoi, littéralement. Ok. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal. J'essaierai de faire en sorte que dans la description YouTube, vous avez, entre guillemets, une théorie plutôt concrète sur ce qui est écrit. Et puis voilà. En tout cas, tips YouTube. J'espère que tu as aimé cette petite lecture, bien sûr. Et à une prochaine VOD. Ciao, ciao.